bleu blanc bled. Bleu blanc bled. أزرق أبيض. بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu blanc bled masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Mon bled, c'est une très bonne question. Alors moi je suis français, je suis algérien, je suis citoyen du monde et en réalité j'ai appris à être partout où je suis, chez moi. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité l'encre, c'est pas un attachement au sol. Le bateau, son ancre, il la prend avec lui. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous allons dans le quartier de Belleville à Paris rencontrer Ahmed Bouzouaïd, sociologue qui travaille chez BPI France. Il vient de sortir un livre intitulé « Je dois faire du cash, boy », un livre sur le dynamisme de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Rouge, piéton, boulevard de Belleville. Rapidement, donc moi j'ai grandi à Belleville, j'aime bien dire que j'ai commencé ma carrière en ouvrant des squats pour organiser des concerts de rap. Ça m'a permis de côtoyer les marges, ça m'a permis de aussi développer un goût pour l'expression et me côtoyer, je dirais, toutes les cultures où finalement il y avait un enjeu de conquérir un peu des espaces pour apprendre à nous dire. Suite à quoi j'ai eu un parcours d'entrepreneur que j'ai un peu conjugué avec mon parcours universitaire, la sociologie d'une part, l'urbanisme d'autre part. J'ai créé une boîte que j'ai implantée au 4000 à la Courneuve qui s'appelait Muse des territoires, Muse pour management urbain socio-économique pour le développement des territoires. Mon métier c'était de mettre autour de la table tous ceux qui font la ville. Et du coup, ça m'a permis d'accompagner les transformations urbaines des quartiers et de sentir aussi la montée du développement économique. Dès 2013, avant l'accompagnement de la réforme Lamy de la politique de la ville en 2014, j'ai organisé des voyages d'études aux États-Unis pour que les professionnels français puissent se former à l'entrepreneuriat. Depuis 6 ans, je déploie un programme pour soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers pour BPI France, la Banque publique d'investissement. Et du coup, mon combat, ça a été toujours de créer des passerelles entre des environnements, créer des espaces de dialogue. C'est-à-dire, en fait, finalement, j'ai passé mon temps à faire rencontrer des gens et des idées qui ne se rencontrent pas, qui se côtoient. Et je suis persuadé que finalement, faire rencontrer ces univers, c'est fécond, justement. Le premier chapitre de ton livre s'ouvre sur nos parents immigrés, ces entrepreneurs qu'on ignore. Toi, tu es né dans une famille d'origine algérienne. C'est ça. Et tu as grandi donc en France. C'est ça. Pourquoi c'était important de revenir à la source et aux parents et à leur parcours d'entrepreneurs peut-être non reconnus quelque part? Exactement. Pour moi, 2 raisons. Déjà, quand on écrit une histoire, je pense que c'est quelque chose la chose la plus compliquée, c'est de se dire par où on commence. Et du coup, moi je me suis dit, il faut commencer par le commencement. Parce que finalement, un arbre qui se détourne de ses racines, sa vie n'est pas promise à la pérennité, j'ai envie de dire. Tu vois. Souvent, lorsqu'on parle d'entrepreneurs des quartiers, on nous rabâche tout le temps qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas de rôle modèle. C'est un contre-pied en disant, non, nos parents sont des rôles modèles. Et dans le geste de migration, pour moi, il y a tout de l'entrepreneuriat. En tout cas de l'acte d'entreprendre, parce qu'on va derrière le mur de la peur, on fait preuve d'audace, il y a un combat, la résilience et la détermination que nécessite de réussir un projet, qui est plus qu'un projet d'entreprise, c'est un projet de vie. Marseille le 15 octobre, quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart, la longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. La marche pour l'égalité et contre le racisme. Pour moi, il était important de resituer ce mouvement et le lire comme, je dirais, le premier mouvement entrepreneurial des quartiers. Entrepreneurial dans le sens où c'est finalement agir pour se transformer soi, mais aussi c'est une dimension collective. Et je trouvais que c'était très important parce que là, si on se rappelle le message que portait la marche des beurs, c'était l'idée de on veut être des Français à part entière et plus des Français à part. Et du coup, ça m'a donné l'intuition que finalement, derrière l'entrepreneuriat des quartiers, l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers est l'histoire de la conquête des espaces d'expression. Derrière, il y a l'idée d'une recherche de légitimité. Derrière, il y a l'idée de
soigner une blessure narcissique. Parce que finalement, on est des enfants qui aux appartenances plurielles, qui parfois se sentent pas acceptés, peut-être même reniés par l'un des parents. Et donc si finalement la Marche des Beurs a lancé cette démarche, cette action politique, je dirais, pour se faire reconnaître, au-delà de la dimension politique qui a un peu échoué, il y a une dimension qui était importante, ça a donné lieu à un foisonnement associatif partout dans les quartiers et il y a tout un tas d'associations qui ont contribué à, je dirais, à apporter des solutions aux besoins qui restent orphelins. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Si je prends moi mon histoire personnelle, mais qu'on pourrait démultiplier par d'autres réalités, je parle de réalité sociale et sociologique, moi je ne rentrerai pas dans la démagogie consistant à dire que ma maman, quand on est passé d'un 2 pièces au 7e étage avec des problèmes d'humidité à un HLM qui a pas du tout, qui a des conforts et des aménités qu'on n'avait pas, c'est pas positif. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a cette dimension-là, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Après, la situation dans les quartiers, on peut observer des durcissements, on peut observer des complications, mais en 50 ans, on se rend bien compte que de la réflexion d'être des Français à part ou des Français à part entière, aujourd'hui, moi je vois des Français qui partent. Un essai, La France tu l'aimes mais tu la quittes, qui vient de sortir là récemment et qui dit qu'ils partent, mais aussi qu'ils se déploient à l'international. Et moi je trouve que c'est assez intéressant et riche de comprendre et d'écouter, d'aller à la rencontre de tous ces Français-là, en tout cas qui sont nés en France et qui se déploient et qui incarnent, je dirais, un peu la forêt qui pousse mais dont on ne parle pas. Pour les gens avec un profil comme le tien, issu de l'immigration et qui a grandi dans un quartier, finalement être français c'est beaucoup plus facile à l'étranger. Ça c'est sûr. Moi, concrètement, moi j'ai appris que j'étais français. J'avais avoir une petite vingtaine d'années, entre 20 et 22. J'étais au Canada et on m'a dit que j'étais français. Et en fait, ça m'avait jamais traversé l'esprit parce que ici on m'a toujours renvoyé à mon arabité, à ma négritude, au quartier, à tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et on m'a dit ouais t'es français quand j'étais au Canada. Je me suis dit ah ouais je suis français. Mais en fait je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais pas conscientisé ça. Aujourd'hui encore, on nous tient ce discours-là, à savoir on oppose les Français de souche aux autres. Donc c'est-à-dire il y a une forme de distinction qui est, comment dire, quels que soient les efforts, le désir et l'ambition, on sera toujours ramené à notre non-appartenance. Mais ça, je le résous. Un reportage de Nadia Moulay. Vendredi prochain, nous vous proposerons un nouvel épisode de Bleu Blanc Bled.